Durablement Vôtre, l'entretien quotidien avec des femmes et des hommes de Lorraine et d'ailleurs, engagés dans une démarche de développement durable dans la sphère écologique, économique ou sociale. Lorsque parfois leur action se situe à l'intersection des trois sphères, elle ou il nous ouvre alors la voie d'un autre monde possible, vivant, viable et vivable. Durablement Vôtre, en partenariat avec les radios associatives de Lorraine. Aujourd'hui, nous évoquerons le maraîchage bio. Loin du fantasme et confronté à la réalité parfois compliquée, il faut une bonne dose de courage, un vrai professionnalisme et un réseau solidaire. Nous sommes à la ferme de la Chaudeau, c'est à Pierre-la-Trèche, au sud de Toul, en Meurthe-et-Moselle. Éric Mutschler, Durablement Vôtre. Sébastien Tsenaker, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir ici pour appeler ça une cuisine. Alors c'est pas votre cuisine, c'est pas la cuisine de votre maison, c'est un peu la cuisine de votre ferme, la ferme de la Chaudeau, où vous cultivez des légumes bio. Oui, donc je fais des légumes diversifiés, à peu près 60 variétés de légumes. Donc, étant donné que j'ai choisi de commercialiser en AMAP, quasiment à 100%. AMAP pour Association pour le maintien d'une agriculture paysanne. Oui, tout à fait. Donc, j'ai choisi de faire beaucoup de légumes diversifiés. Et donc, à peu près 60 variétés, les légumes de saison. Et de tout ça en bio. Tout ça en bio, oui. Alors, le site s'appelle la ferme de la Chaudeau. Il y a une histoire pour cela, Sébastien Tsenaker. Oui, en fait, c'est le maire de Pierre-la-Trèche qui m'a expliqué qu'il existait avant sur ce site une source qui a priori coulerait avec de l'eau tempérée, donc un peu chaude, quoi. Et du coup, c'est ce qui m'a donné l'idée d'appeler le site la Chaudeau, quoi. Et puis alors, il y a aussi ce site qui a toujours été, pas forcément depuis la nuit des temps, mais en tout cas depuis fort longtemps, un site maraîcher, et on voit encore des bâtiments parce qu'il n'y a pas eu que du maraîchage. Oui, donc il y a eu, oui, ça a toujours été maraîcher et du coup il y a eu aussi un peu avant les années 80 une grosse exploitation une pisciculture. Donc ils élevaient des truites et du saumon de fontaine, il me semble. On voit encore beaucoup de bassins, beaucoup de béton d'ailleurs. Ouais, c'est ça, ouais, voilà, plusieurs centaines de mètres cubes de béton, hein, je pense. Il y a à peu près 120 bassins qui servaient à élever les poissons. Et puis tout au bout, donc au bout de mon terrain, un petit parcours de pêche de à peu près 1 hectare avec plusieurs petits étangs où les gens pouvaient aller pêcher, quoi. Tout ça est aujourd'hui plus ou moins à l'abandon en raison de difficultés de succession. Oui, tout à fait. C'est a priori en train de se vendre. On verra. Alors, vous-même, Sébastien Tsenaker, vous exploitez, alors je sais que le milieu bio n'aime pas trop ce terme-là, vous mettez en valeur, appelons ça comme ça, 2 hectares, 5 serres. Alors, on reviendra bien sûr longuement sur ces fameuses serres qui vous ont posé de gros soucis ces derniers temps. Vous êtes ici propriétaire, locataire ? Oui, alors je suis locataire de l'ensemble du site, donc c'est-à-dire le terrain et les bâtiments. Et donc j'ai choisi de faire appel à une association qui s'appelle Terre de Liens pour m'installer parce que c'était une grosse exploitation qui coûtait très très cher et j'avais pas les moyens d'investir autant juste pour le foncier. Donc Terre de Liens a acheté, donc ça marche avec c'est des citoyens qui ont acheté, donc c'est un appel à citoyens, un achat solidaire, et aujourd'hui donc je suis locataire de l'ensemble des terres. Parce que l'accès à la terre aujourd'hui pour des néo-ruraux comme vous, on le verra un peu plus loin, vous n'êtes pas originaire de familles de paysans, l'accès à la terre, notamment pour des maraîchers,
pose un certain nombre de difficultés, Sébastien Senacker. Ah bah on peut le dire, de toute façon, c'est en général la première difficulté qu'on rencontre quand quelqu'un comme moi, hors cadre familial, veut s'installer. Bah, on n'a pas de terre, hein, et on le sait aujourd'hui, trouver 1 hectare, 2 hectares, 3 hectares de terres qui sont favorables en plus au maraîchage, voilà, c'est vraiment la difficulté qu'on peut rencontrer au départ. Ouais. Alors vous avez la chance non seulement de trouver cette terre d'un seul tenant, mais en plus une terre, vous le disiez aussi, plutôt favorable au maraîchage. Ouais, bien sûr. Donc c'est une chance, hein, d'avoir trouvé ça. Donc c'est plat, c'est limono-sableux, donc c'est excellent pour le maraîchage, pour tous les légumes. Il y a de l'eau. La nappe est à peu près 1,20 m partout, quoi. Donc il y a de l'eau à profusion. Donc c'est exposé plein sud. Il y a des bâtiments, donc voilà, c'est pour ça, enfin c'était l'idéal, quoi. C'est pour ça que voilà, j'ai tenu à avoir cette exploitation. Alors, à côté de toutes ces nombreuses qualités, vous avez oublié le vent, Sébastien Senacker, mais on en parlera un peu plus tard. C'est pas forcément un avantage du reste. 60 variétés de légumes, c'est considérable, non? Bah ouais, c'est considérable, mais ça va vite, hein. Quand vous faites déjà 5 variétés de choux différents, 3 variétés de betteraves, 5 variétés de tomates, enfin ça va vite, hein. Donc, et puis bah, je trouve ça intéressant justement aussi, bah, pour revenir au panier d'AMAP, d'être diversifié dans les paniers pour justement bah, ne pas lasser les gens et que prendre du plaisir à manger ces produits. Même votre chien porte un nom de légume. Ouais, elle s'appelle Courgette. C'était ça ou radis. Sébastien Senacker, non seulement ces 60 variétés, c'est énorme, mais en plus, vous assurez, on va dire, quasiment tout le cycle de la graine au légume final. Oui, j'ai choisi de faire mes plants, donc j'achète la graine et à partir de là, je fais tout le travail sur le légume, donc la levée, la plantation, l'arrosage et puis la cueillette. Et bah, c'est un choix que j'ai fait pour la facilité de gestion de plusieurs choses, hein, de calendrier, de variété des légumes, etc. Qu'est-ce que ça implique d'être en bio? Bah, être en bio, moi je conçois pas l'idée de mettre des produits sur ma terre, quoi, et de tuer tout ce qui traîne autour, quoi, déjà. Et puis bah voilà, c'est un produit, une qualité de produit et qui est saine. Alors, l'absence de produits, ça profite aussi aux mauvaises herbes, on appellerait ça des adventices, Ouais. et puis aux limaces. Ah bah, les limaces, oui, c'est un des gros problèmes du maraîcher, de toute façon, pour tout le monde, hein. Bah oui, bah, elles sont là, elles mangent, voilà, quoi. On peut pas, faut vivre avec. Après, il y a des solutions. On peut nous proposer des fois plein de petites solutions, mais c'est irréalisable par rapport aux. On vous en propose souvent. Ouais, Avez-vous dit très des souvent, hein. solutions un peu plus folkloriques les unes que les autres? Ouais, très souvent. Après, ce sont quand même des solutions qui fonctionnent, hein, on peut le dire, mais on se rend pas compte des fois que bah, nous, maraîchers, on n'a pas une petite ligne de 12 salades où c'est des surfaces énormes et on ne peut pas se servir de ces solutions pour lutter contre les limaces parce que c'est démesuré, quoi. Alors, comment vous faites? Alors comment je fais? Donc moi j'utilise quand même donc le seul produit que j'ai pu utiliser depuis que je suis installé, c'est un anti-limace, quoi, des petits granulés, ça s'appelle du ferramol qui est Et c'est autorisé en bio? oui, c'est autorisé en bio, oui. Donc c'est un coupe-fin et ouais, ça marche pas ou moyennement. Mais bon, ça sert un petit peu vraiment pour les écarter, on va dire pour le début, mais on doit quand même réfléchir à d'autres solutions pour quand on met en place les plantations, quoi. Pour autant, Sébastien Senacker, on a bien compris que le bio était un sacerdoce pour vous. Néanmoins, malgré les limaces, malgré les plantes, les mauvaises herbes, les adventices, vous parvenez à produire et vous parvenez à en vivre. Oui, bah après c'est le boulot d'un maraîcher. C'est notre travail au quotidien. On va dire, c'est sûr que le désherbage
ça prend beaucoup de temps, hein. C'est à partir du moment où tout est en place sur le terrain, je sais pas, à peu près par exemple à partir de juin, juillet, quand on va dire presque toutes les plantations sont en place, c'est sûr que là, on commence à un bout, quand on a fini, on revient au début. Alors, on a parlé de votre surface de terrain, Sébastien de Sénaker, et aussi de vos serres. Oui. Alors, j'annonçais tout à l'heure 5 serres, pour autant il n'en reste plus qu'une. Ouais, et encore un petit bout, ouais. J'ai subi du coup la tempête. Donc, je suis en plein couloir de vent, hein, donc j'ai pris la première tempête du 12-13 décembre. Un bon coup de vent qui a fait voler trois serres, quasiment deux complètement et une un petit bout. Et ensuite, j'ai repris le coup de vent du 3 janvier qui a soufflé le dernier tunnel. Et là, vos 4 serres s'envolent. On se sent comment à ce moment-là? Bon, on arrête. On n'a plus envie de. On se sent démuni. On n'a plus d'outils de travail. On n'a plus rien. On n'a plus d'idées. On ne sait pas. C'est un peu tout qui disparaît comme ça et on trouve pas de solution. C'est choquant. On a la tête vide et on sait plus quoi faire, quoi. On doit chanter ce que l'on aime, exalter tout ce qui est beau. C'est pour cela qu'en un poème, je vais chanter les haricots. Alors que tout repose encore, dès le premier cocorico, ah qu'il est doux quand vient l'aurore, de voir semer les haricots. Et puis un jour sortant de terre et se dressant toujours plus haut, vers le soleil, vers la lumière, on voit pousser les haricots. Au printemps, la rose était close, en été le coquelicot. Mais quel spectacle grandiose de voir fleurir les haricots. Plus tard, les paysans de France, s'agenouillant, courbant le dos, ont l'air de faire révérence pour mieux cueillir les haricots. Mais ces courbettes hypocrites pressaient de la main du bourreau qui, les jetant dans la marmite, met à bouillir les haricots. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Et lorsque vient leur dernière heure, on les serre autour d'un gigot. Et chaque fois, mon âme pleure, car c'est la fin des haricots. Sébastien Tsenaker, nous sommes toujours ici dans votre ferme de la Chaudeau, où vous cultivez, où vous exploitez, même si le terme est un peu violent et mal approprié puisque vous êtes en bio, 2 hectares de légumes bio. Eh bien, nous sommes devant ce qui reste de vos serres, en tout cas une carcasse, et puis l'autre, pas forcément en très bon état. Les 3 autres se sont envolés. Ouais, c'est ça.
Donc au premier coup de vent, 3 ont été complètement brisés, aplatis, tordus. Et le deuxième coup de vent a soufflé la dernière. Donc ça, c'était les 13 et 14 décembre l'année dernière, 2017, et puis le 3 janvier Ouais, le 3 janvier. Ouais. 2018. J'imagine que on arrive comme ça le matin et puis tout est parti, envolé. Ouais, on n'a plus rien, ouais. Ouais, c'est ça, c'est la surprise en arrivant. Donc tout est en l'air, hein, parce que c'était vraiment un amas de ferraille qui pouvait aller jusqu'à 6 mètres de haut. C'était vraiment impressionnant. Et puis en plus, il faisait encore, ça soufflait encore pas mal le lendemain et surlendemain. Du coup, c'était même carrément dangereux. Enfin, moi, il y a plein de... Quand tout le monde... Enfin, ça s'est su assez rapidement. Plein de gens qui voulaient venir me donner un coup de main tout de suite pour démonter et puis commencer à... Mais moi, je leur répondais, non, on peut pas, faut attendre. C'est aussi violent qu'un incendie, quoi. Ouais, et du coup, ça reste dangereux, quoi, parce ça vole encore de partout. Le plastique, ça fait du bruit. Il y a de la ferraille ouais, c'est vraiment très dangereux. Faut pas s'en approcher. C'est apocalyptique. Ouais. Alors évidemment, on comprend bien votre désarroi à ce moment-là, mais on se dit, bon, allez, tous les chefs d'entreprise, toutes les exploitations sont assurées, plutôt bien assurées, non ? Ah, là, non, c'est pas le cas. En fait, j'ai été assuré et j'ai eu deux petits sinistres. Et après, à l'issue du deuxième, on m'a gentiment dit que je pouvais plus avoir l'assurance parce qu'il n'y avait qu'un sinistre d'autorisé pour 10 ans. J'ai trouvé ça un peu étrange. On croit rêver quand même, Sébastien Tinaka, quand on vous entend, on croit rêver parce qu'on se dit, mais vous payez une assurance, évidemment les coups de vent, ça peut arriver, c'est pour ça d'ailleurs que vous prenez des assurances, et là vous nous expliquez que non. L'assurance couvre, mais seulement des petits incidents, et pour une période très très longue finalement. Ouais, c'est ça. Et puis aujourd'hui, on essaye de retrouver, justement, de chercher des assurances qui pourraient couvrir, mais bon, voilà, je sais pas, c'est vraiment très très dur et ça coûte très très cher. Et du coup, ça vaut pas le coup de s'assurer, autant mettre les sous sur un compte et puis prévoir de quoi racheter des tunnels si ça souffre, quoi. Combien ça coûte un tel tunnel ? Comment le décrire, longueur, largeur, hauteur ? Alors un tunnel, c'est 30 mètres par 9 mètres 30, pour les miens, quoi. Donc ça fait pas loin de 300 mètres carrés et ça coûte 6 000 €. Le tunnel. Le tunnel, ouais. Alors, vous avez ici sur votre terrain aussi, Sébastien Tinaka, on l'a dit tout à l'heure, c'est un ancien maraîchage, on va dire, industriel. Vous avez encore un bâtiment qui est l'ancienne chaufferie. À aucun moment, évidemment, vous n'avez songé à remettre tout ça en route, j'imagine. Bah si. Ah ouais, quand même. Si, on y pense même régulièrement. Après, c'est vrai qu'une exploitation comme celle-ci, moi je suis arrivé ici, c'était abandonné depuis 99. Donc déjà le temps de remettre un peu d'aplomb tout partout pour espérer pouvoir exploiter. Donc déjà il y a plusieurs mois, entre 6 et 8 mois de travail intensif avant de pouvoir toucher à la terre déjà, et puis de pouvoir rentrer dans les bâtiments. Et puis on rêve toujours de faire... il y a tellement de places et tellement de bâtiments qu'il y a plein de solutions. Donc on a toujours des petits projets derrière la tête. En aucun cas une chaufferie pour chauffer les serres, évidemment. Non, en aucun cas. Néanmoins, votre préoccupation actuelle, Sébastien Tinaka, c'est évidemment de parer à cette situation, somme toute catastrophique. Vous avez à ce moment-là songé à tout arrêter ? Bah oui, c'est la première chose qui arrive dans la tête, surtout au deuxième coup de vent, quoi. Parce que le premier coup de vent, il reste encore quelque chose, il reste un tunnel, on se dit bon, voilà, je répare les 3, j'ai encore celui-là, je peux démarrer la saison avec les légumes primeurs, c'est bon, ça va. Et puis le deuxième coup de vent où là, le seul tunnel qui restait, il n'y a plus rien. Bah là sur le coup, c'est fini. Une espèce de coup de glace, quoi. Bah là c'est fini, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'idées, la tête elle est vide. C'est ça, quoi. En fait on voit plus, on voit pas. Parce que évidemment ce qu'il faut comprendre aussi, et peut-être que nos concitoyens devenus aujourd'hui fortement urbanisés
ne savent pas forcément, c'est que les légumes, ça ne pousse pas en un clin d'œil et qu'il faut du temps et que ça se prévoit sur une saison, une année. Ah ouais, il faut beaucoup de temps, oui. Là, par exemple, on est à peine mi-février, que les semis ont déjà redémarré, hein. Donc, si on veut espérer avoir des légumes à partir d'avril, quoi, surtout en Lorraine, on a besoin au moins de 2 mois et demi de culture, et c'est maintenant, on commence dès maintenant, hein. C'est aussi février, c'est vraiment un mois très très important sur la planification et la mise en place des futures cultures, hein. C'est vraiment, tout est à faire. Il y a déjà tous les légumes primeurs déjà à faire partir. Et puis on commence aussi déjà les légumes d'été, hein. Donc on va dire troisième semaine de février, c'est tout ce qui est tomates, aubergines, poivrons, ça démarre sur couche chaude. Ouais. Alors, si vous êtes toujours là et que nous sommes avec vous, Sébastien de Sénaker, c'est que malgré tout ça, vous avez tenu bon. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé qu'il y a un élan de solidarité qui s'est mis en place tout autour de moi et qui m'a aidé vraiment à remonter la pente, à me remettre un peu le moral au beau fixe, quoi. Déjà, on a ouvert une cagnotte solidaire pour m'aider à remettre en place mes tunnels. Au niveau financier, parce que au-delà du travail et des dégâts, il y a l'aspect financier qui est quand même pas anodin, hein. Il y a à peu près, je sais pas, ça va coûter en tout peut-être dans les 25 000 euros. On n'a pas une telle trésorerie, hein. On n'a pas ça ni en prévision, ni de côté, ni je sais pas. Et aujourd'hui, c'est vraiment compliqué de faire face à ça tout seul. Et donc cette première cagnotte a ramené dans à peu près 12 000 euros. Alors, cagnotte solidaire, Sébastien de Sénaker, j'imagine que ça passe par Internet et on fait appel à la solidarité peut-être de vos clients et des gens autour de vous. Oui, c'est ça. Donc c'est quelque chose qui a été mis en place aussi grâce aux gens, aux adhérents de mon AMAP, au CA de mon AMAP, le président de l'AMAP, et aussi Terre de Liens, qui m'ont dit tout de suite, il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on trouve de l'argent, sinon, moi c'est clair, hein, on met la clé sous la porte, hein, ça. On peut pas redémarrer une saison, il y a un manque à gagner qui est énorme et c'est compliqué. Et du coup, il n'y avait que cette solution. Et donc ça a bien marché. Et donc après, il y a eu le deuxième coup de vent et qui là, m'a ramené sur une autre réflexion qui était de comment je peux faire pour me protéger. Je peux pas recamper des tunnels et je peux pas remettre une somme. Comme ça, et puis pour que ça souffle tous les ans. Voilà, c'est ça, quoi. Donc la solution, c'est de mettre un filet brise-vent, une haie végétale, mais après étude, pareil, des finances, ça coûte encore 12 000 euros, quoi. Donc aujourd'hui, on a réouvert une deuxième cagnotte pour que je puisse subvenir à toutes ces dépenses. On peut continuer à vous soutenir, à vous aider, Sébastien Sénaker. Oui, donc là, la cagnotte a été ouverte depuis à peu près 15-20 jours et il y a encore à peu près 15 jours aussi pour participer. J'imagine que ça, en même temps, psychologiquement, au-delà du fait de vivre ces coups de vent et ces impacts sur votre outil de travail, j'imagine que c'est pas non plus forcément évident à vivre d'un point de vue psychologique à l'égard, c'est un peu bête de dire ça, mais des gens qui vous aident. C'est un peu gênant, quoi, parce que on demande, moi je sais que j'aime bien, même quand je travaille tout seul, je compte sur moi, quoi, et c'est dur c'est pas facile de demander quelque chose, surtout quelque chose comme ça, quoi. C'est énorme. Et là, c'est vrai que tous ces gens qui m'ont aidé, autant financièrement que moralement, c'est un soutien énorme et c'est vraiment, ça fait du bien. Et c'est vraiment, je peux dire que c'est ce qui m'aide et c'est ce qui m'a aidé vraiment à repartir à recommencer, quoi. On est très content pour vous, Sébastien Sénaker. On est tellement content qu'on va retourner au show. On va retourner au show. On est des toutes petites choses
cherche encore un abri. On est des toutes petites choses, des oiseaux tombés du nid. Et toi tout seul en mer, tu cherches une rivière assoiffée d'une eau claire, d'une branche qui t'abrite. Je sais où tu es. Le sel de tes paupières, il s'écoule sur ma vitre. C'est une pluie amère, tes nuages s'agitent. Je sais qui tu es. On est des toutes petites choses, égarées au cœur de la nuit. On est des toutes petites choses, perdues sans la chaleur du lit. On est des toutes petites choses, on se cherche encore un abri. On est des toutes petites choses, témoins nos tombées du nid. Nous ici, de nulle part, on écrit le hasard, ensemble on se répare. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Sébastien Tsenaker, maraîcher bio à Pierre-la-Trèche, c'est au sud de Toul, ici à la ferme de la Chaudeau. Alors on a vu toutes les aventures, les mésaventures que vous avez vécues en ce début d'année, fin d'année dernière, à cause du vent, qui ont balayé d'un revers de main vos serres. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux grâce à la solidarité de vos clients, à travers les AMAP, mais aussi, y compris, jusqu'à votre fournisseur de serres. Bah oui, c'est ça. Donc, bah, j'ai la chance d'avoir quelqu'un qui a avec une bonne relation déjà depuis que j'ai commencé, et qui a été super, et qui a tout de suite qui m'a tout de suite dit moi Sébastien, je vais pas te laisser tomber, tu vas redémarrer, on va trouver des solutions, on va étudier ça, voir tout ce qu'on peut faire, et tu t'inquiètes pas, on recommande et tu me payeras plus tard, même si t'as pas les sous, on verra ça l'année prochaine, dans 2 ans, dans 3 ans s'il faut, mais je te laisserai pas tomber, quoi. Et vos banques, Sébastien Tsenaker, elles réagissent comment ? Ouais, elles réagissent pas. Il y a pas, je sais pas, la banque, non. Y a pas, après, j'ai pas fait de demande de prêt supplémentaire ou autre chose comme ça, donc la banque, non, il n'y a pas de réaction. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas quand même aussi à travailler, Sébastien Tsenaker, sur la question justement de l'assurance ? Vous nous disiez tout à l'heure que vous étiez correctement assuré, sauf que la couverture de l'assurance est rapidement arrêtée. Est-ce qu'il n'y a pas là aussi une solution à trouver peut-être un système mutualiste ? Parce que vous n'êtes pas le seul, évidemment, concerné par les coups de vent. Il y a bien sûr d'autres maraîchers en Lorraine et ailleurs en France. Les vignerons également, les viticulteurs sont confrontés aux questions de grêle, etc. Comment est-ce que le monde agricole, surtout si on veut soutenir une agriculture paysanne et bio, il va bien falloir trouver des solutions, non ? Ouais, là du coup c'est un gros dossier, parce qu'aujourd'hui on ne sait pas répondre à ça, personne ne sait répondre à ça. Et puis la cagnotte solidaire, c'est pas forcément une solution, parce que d'abord c'est très aléatoire, et puis peut-être aussi que les gens vont se lasser. Ouais, tout à fait. Et voilà. Et puis on a quand même ce qu'il faut pour justement. Tout existe, quoi. Après, il faut
il faut essayer de mutualiser et qu'on fasse quelque chose tous ensemble pour que ça soit pas à des prix exorbitants, parce que là, a priori, les recherches qu'on a pu faire dans les assurances pour couvrir des tunnels ou des exploitations, ça coûte très très cher, quoi. Donc aujourd'hui, il faut travailler sur cette solution et trouver des gens qui peuvent nous suivre. Et peut-être là, on a l'appui de Monsieur Potier, Dominique Potier, qui nous a annoncé qu'il travaillerait sur ce dossier. Député de Meurthe-et-Moselle. Oui, qui activement. Et lui-même paysan bio. Oui, paysan bio, ouais. Ça peut aider. Ouais, c'est ça. La compréhension du ça aide système. même, c'est sûr, quoi. Mais vraiment de travailler là-dessus pour que vraiment on trouve une solution et qu'on puisse se protéger à l'avenir. Aujourd'hui, Sébastien Senacker, ça va mieux? Oui, ça va mieux. Ça y est, là, je vois la nouvelle saison qui arrive. Vous allez dire, je vois le bout du tunnel. Ouais, non, c'est vrai que c'est mal placé là. Oui, ça va mieux. Après, j'avoue que ça fait un peu peur, tous ces gros travaux qu'il y a à faire, parce que c'est quand même le filet brise-vent à mettre en place, c'est un gros ouvrage que je maîtrise pas, hein. Autant remonter mes tunnels, les recevoir, les mettre en place, les remonter, je sais ce que c'est, hein. Je vois le boulot, mais par contre je sais faire, quoi. Donc ça me pose, ça fait un peu peur par rapport à la charge de travail, mais je sais faire. Mais par exemple le brise-vent, là c'est autre chose, c'est quelque chose que je maîtrise pas, je sais pas faire. Mais vous nous expliquez, Sébastien Senacker, en préparant ce reportage, que même les vendeurs de ces fameux brise-vents ne savent pas les poser. Ouais, c'est vraiment super compliqué. Beaucoup de monde vend ce produit, mais par contre, on n'a pas d'appui technique. Donc, on ne sait pas nous dire combien de distance entre des poteaux, comment on les scelle, avec quoi. Enfin, c'est assez hallucinant. Vraiment, c'est très très compliqué, quoi. Alors, on imagine, on pense toujours que le milieu agricole est évidemment très entouré, très conseillé, les chambres d'agriculture, les syndicats. Est-ce qu'on a l'équivalent dans le petit maraîchage bio? Alors petit, c'est encore très relatif. C'est plus tout à fait votre cas. Vous êtes un vrai maraîcher bio, Sébastien Senacker. Est-ce que là aussi, vous disposez d'instances capables de vous venir en aide dans ce genre de situation? Oui, donc là on a été le lendemain du deuxième coup de vent, il y a eu une réunion de fait sur le terrain là, justement avec Monsieur Potier, et qui avait invité différentes personnes de la communauté de communes, également du coup de la chambre d'agriculture. Donc oui, on travaille, là je travaille en ce moment avec la chambre d'agriculture, des techniciens justement pour essayer de voir avec d'autres chambres d'agriculture sur par exemple la côte ouest ou dans la vallée du Rhône, qui eux sont quand même régulièrement impactés par le vent, quoi. Et donc d'essayer de faire une étude avec eux pour savoir comment les maraîchers travaillent, avec quel matériel, qu'est-ce qu'eux font pour se protéger. Et voilà, donc oui, on travaille avec la Chambre d'agriculture, c'est important. Pour autant, vous n'auriez pas été en AMAP, est-ce que, donc en association pour le maintien de l'agriculture paysanne, avec donc des adhérents autour de votre ferme proche et un peu plus loin, vous n'auriez pas été dans ce système amapien aujourd'hui, Sébastien Senacker, vous auriez pu tenir le choc? Ouais, franchement, je sais pas, je suis pas sûr, hein. C'est vrai que l'AMAP, les gens du CA de l'AMAP ont tellement travaillé et m'ont tellement soutenu que je sais pas si tout seul on arrive à passer ce moment qui est très très difficile. Donc je sais pas, mais je pense pas, je suis pas sûr que j'aurais pu faire ça tout seul. Ouais. Néanmoins, vous avez vous-même un parcours d'amapien avant de vous installer vous-même comme maraîcher bio. Ça vous a d'une certaine manière aussi un peu ouvert les yeux sur le système AMAP, qui a ses très bons côtés, mais qui a peut-être aussi quelquefois ses côtés un peu plus compliqués.
Ouais, oui, j'ai été adhérent dans une AMAP pendant 6 ans. Et c'est aussi l'endroit, c'était un hasard, où j'ai fait mes stages pendant ma formation. Et oui, donc c'est super parce que en étant nous-mêmes adhérents pendant une grande période comme ça, on arrive vraiment à se rendre compte de ce que c'est et aussi de savoir ce que le maraîcher ressent et le travail qu'il doit fournir pour faire les paniers. Et justement, autant la MAP, on peut dire que pour le producteur, c'est une sécurité. Mais c'est aussi c'est un stress et c'est très très compliqué justement d'amener une diversité dans les paniers parce que on doit remplir des paniers toutes les semaines et pas mettre tout le temps les mêmes choses pour réussir justement à ce que les gens prennent plaisir à manger les légumes. Oui, parce qu'en tant que client amapien, en tant qu'amapien, on a évidemment plaisir à avoir ces légumes de saison, bio, circuit court. On n'imagine pas forcément le travail que ça représente en amont pour le paysan, pour le maraîcher, de remplir ces fichus paniers de façon à ce qu'ils soient précisément attractifs et puis surtout toute l'année. Ouais, oui, tout à fait. On met en moyenne à peu près, on va dire, au plus bas de la saison, 5-6 légumes par semaine. Et en pleine saison, on est à 10, 11, 12 légumes. C'est énorme, hein. Et du coup, c'est un peu le casse-tête. Et vous faites combien de paniers par semaine ? Donc, là, en comptant gros paniers et demi-paniers mélangés, c'est 90 paniers semaine. Donc, il y a une charge de travail et aussi de la réflexion sur le contenu. C'est vraiment très, très important, justement, de réussir à pas mettre les mêmes choses tout le temps. Bon, après, à part vraiment, il y a des périodes qui sont propices à des légumes comme l'été, où les gens justement attendent avec impatience tomates, courgettes, aubergines, etc. Où là, on peut se permettre vraiment d'en mettre toutes les semaines. Mais c'est vrai que sinon, le restant de l'année, c'est quand même assez compliqué de travailler sur le contenu. Une fois que tu t'es enlevé toutes ces pensées dérisoires qui te hantent, une fois que t'as refait la route en sens contraire des aiguilles de la marche, quand tu as refait le monde, je veux dire à la dimension de ton monde, t'as plus besoin de prophètes qui te montrent qui tu es toi-même. Quand t'as laissé reposer ton esprit avec ton corps, qu'il se moule dans cette nature éclatée et qui te fout du pollen dans les branches. Quand le buis est responsable de l'éclatement des sens qu'il te faut du silence. Tu peux venir avec moi, nous escaladerons ensemble cette montagne. Fais gaffe aux pierres du chemin, prends un bâton pour la route, ça monte bien. Si tu es très fatigué, nous arrêterons un peu, regarderons en bas les mouches qui vivent ou qui font semblant de vivre. Et tu auras de ces joies sauvages et incontrôlables lorsque tu verras les petites granges d'ardoises sur un plateau minuscule où l'herbe est rase. Et pour peu que les copains n'aient pas encore sorti les bics, tu chercheras celle que tu aimes bien et qui bouffe tes cheveux à chaque fois. Le
soleil arrivera, bien après l'aube piquante et réchauffera les petites perles blanches posées sur les herbes tendres et nos visages. Alors, sans dire un mot, tu t'allongeras jusqu'au moment où cette fille Durablement vôtre, Éric Mutschler. j'étais venu voir s'allongera près de toi aussi. Tu pourras rester le temps. Sébastien Senacker, vous êtes aujourd'hui installé ici sur la ferme de la Chaudeau, c'est à Pierre-Latrèche, au sud de Toul, en Meurthe-et-Moselle. Vous êtes aujourd'hui maraîcher depuis 4 ans en bio. Ça n'a pas toujours été le cas. Non, donc j'étais avant, j'ai fait disquaire. Donc j'ai été disquaire à mon compte de 2000 à 2007. Donc, Vous pouvez nous la refaire, celle-là. Vous étiez disquaire ouais, c'est ça. et je crois aussi DJ, organisateur de soirée. Ouais, tout à fait. Donc, oui, donc mais vraiment aucun lien avec l'agriculture, Pour le hein, ni même, enfin, j'ai jamais eu un jardin. Ouais, non, non, vraiment. Sébastien Senacker, est-ce que vous faites partie de ces gens que d'aucuns diraient que, ben voilà, aujourd'hui c'est une mode, tiens, je vais pouvoir faire maraîchage première langue? Non, non, je dirais pas que j'ai suivi une mode. Je dirais que j'ai eu une passion qui était disquaire et j'ai eu une passion pour la musique électronique pour être plus précis. Et j'en ai fait le tour et je suis passé à autre chose. Alors après, bah voilà, on évolue. Vous avez quel âge? J'ai 43 ans. Vous travaillez avec des oreillettes quand vous plantez vos salades? Non. Non, donc voilà, après les légumes, bah, c'est vrai qu'avant de trouver ce métier, j'ai eu des idées. Donc bah, ma femme aussi a fait ce qui m'a aidé aussi vraiment. Elle a fait une reconversion en agronomie et environnementale. Et du coup, ce qui m'a permis de mettre un peu la main à la pâte, donner des coups de main lors de plantation de bulbes de safran. Et ensuite, elle s'est installée elle-même en cotisant solidaire en tant que productrice de safran. Donc du coup, là, on a fait ensemble, on a mis en place une safranière. Et du coup, voilà, c'était les premiers pas dans l'agriculture. Et ça... Alors, on peut le dire, Sébastien Senacker, votre épouse, c'est Lucille Carré, Oui. que nous avons rencontrée il y a peu de temps au jardin partagé de la MJC des Trois Maisons. Au-delà de vos 3 enfants, c'est le safran qui vous unit, Sébastien Senacker? Non, puis maintenant, c'est vrai que le safran, ça a été, c'était super, hein, c'était vraiment, puis une passion et on est passionné de gastronomie et démarrer sur un produit tel que le safran, ouais, c'est génial parce que c'est une très très belle culture et un très très beau produit et super bon, quoi. Et puis c'est votre chien Courgette qu'on entend Ouais. gratter derrière la porte qui s'impatiente de sortir. Exactement. Alors vous décidez d'abandonner, alors peut-être en partie seulement, la musique, Sébastien Senacker, vous découvrez le safran, vous découvrez une passion pour l'agriculture et le maraîchage bio. Comment ça se passe après? On fait une formation parce qu'évidemment, ça ne s'improvise pas. Oui, donc oui, justement, c'était aussi la question. C'est pas facile de trouver comment se former et que faire pour se former et aussi dans quelle branche parce que l'agriculture c'est quand même il y a un peu l'embarras du choix, quoi. Et du coup de trouver vraiment sa voie. Donc le safran c'était une chose. Après je partais. J'ai trouvé un centre de formation à Courcelles-Chaussy pour faire cette formation qui est donc un BPREA, donc qui est un brevet professionnel de responsable d'exploitation agricole, donc diplôme dont on a besoin pour s'installer, pour pouvoir exploiter. Et puis aussi trouver vraiment le projet, quoi, affiner et trouver qu'on va faire parce que le safran c'est une belle chose mais on vit pas du safran, c'est compliqué.
c'est quand même quelque chose qui est assez difficile à vendre. Et voilà. Et donc quand je suis rentré dans cette formation, j'avais pas encore toutes les idées claires sur mon avenir dans l'agriculture, et cette formation m'a permis vraiment de trouver de ce que j'allais faire, et aussi par la même occasion de trouver le site sur lequel j'exploite aujourd'hui. Et vous avez aussi une autre passion, Sébastien Tsenaker, c'est la courge. Oui, donc on m'a donné ce virus. Donc aujourd'hui, je cultive 26 variétés de courges. Et ce qui me permet aussi au mois d'octobre de faire un petit marché autour de producteurs bio. Et je profite pour faire ma porte ouverte ce jour-là. Et donc on vend de la courge et d'autres légumes, mais c'est vraiment il y a vraiment beaucoup de variétés de courges à vendre, quoi. L'invité de Durablement Vôtre, coup de gueule ou coup de cœur? Sébastien Tsenaker, maraîcher bio à Pierre-la-Trèche, à la ferme de la Chaudeau. Alors, évidemment, avec tout ce que vous avez vécu fin décembre et début janvier 2018, fin décembre 2017 et début janvier 2018, j'imagine que ça peut être à la fois probablement un coup de cœur et un coup de gueule. Bah ouais, plus un coup de cœur sur l'élan de solidarité qu'il y a pu avoir entre les gens, tous les gens, mon entourage, mes proches qui m'ont soutenu pendant toute cette période qui était quand même assez difficile moralement, et aussi avec la solidarité avec mes partenaires, beaucoup de mes partenaires, la MAP, Terre de Liens, SNK, mon fournisseur de tunnels qui a fait du coup ce geste de me faire une commande de tunnel tout neuf à prix coûtant. Et d'autres partenaires, mon Vols, mon fournisseur de graines, et voilà, ça fait du bien d'avoir tous ces gens qui sont là pour vous. Ça vous a surpris? Oui, ça m'a surpris. Sur le coup, c'est surprenant parce que on pensait pas avoir vraiment tous ces gens, et qui c'est aussi surtout une reconnaissance. Parce que tous ces gens disent voilà, on peut pas te laisser comme ça. C'est 4 ans de travail intense avec un super beau parcours. La ferme, c'est vraiment aujourd'hui, ça s'est beaucoup amélioré. Les légumes, tout va bien. En plus, là, on sortait d'une saison quand même assez exceptionnelle où tout a très très bien fonctionné. Le safran, les légumes, plein de diversité, plein de choses de bien. Donc c'était une année assez riche quand même. Est-ce que c'est pas toute la société qui devrait finalement fonctionner de cette manière-là, Sébastien Tsenaker? C'est-à-dire que on a longtemps cru que Darwin avait mis en exergue uniquement l'instinct de compétition. On s'aperçoit aussi qu'il y a aussi chez les animaux une dimension de solidarité justement et d'entraide qui est fondamentale, au moins autant que l'instinct de compétition. Est-ce que ça ouvre pas des perspectives aussi encourageantes finalement sur peut-être l'évolution de notre société? Ouais, si, c'est très très encourageant. C'est même impressionnant de voir justement tout ce qui peut se passer comme ça dans l'urgence, c'est super, hein, c'est vraiment c'est incroyable. Et même au niveau de tous les collègues maraîchers qui ont répondu présent également en disant quelle vision d'horreur. Nous on est là, t'inquiète pas, on va remonter avec toi, tu seras prêt pour la saison. C'est génial, c'est vraiment c'est un élan c'est assez incroyable, hein. J'aurais jamais imaginé ça, quoi. Comment vous voyez à partir de maintenant votre avenir, si on va dire que les choses sont à peu près réparées, même si les serres ne sont pas encore en place, mais ça a l'air d'être bien parti. Tout à l'heure vous nous parliez de la chaufferie avec un fort potentiel. Qu'est-ce que vos projets sont déjà en place pour les prochaines années? On a vu que les légumes, ça se prépare 1 an à l'avance. D'autres projets prennent peut-être parfois un peu plus de temps. Ouais, c'est pas évident. Là, l'objectif était vraiment de pérenniser la partie légumes. Après, moi, j'aime bien
j'aime bien faire de la transfo, transformer mes produits, quoi. Donc ça serait vraiment un projet de me faire un beau petit labo de transfo et de travailler sur la transfo de mes produits et puis aussi réussir à avoir quelqu'un qui travaille avec moi en production de légumes. Et la transfo, pourquoi pas Lucille, sur un nouvel atelier de la ferme pour développer l'activité. Ouais. Et la musique dans tout ça? Ouais, la musique, j'y reviendrai bien, mais c'est vrai que j'ai pas le temps, quoi. Entre le travail et les enfants, ça prend déjà beaucoup de temps. Vous savez qu'on a fait des expériences sur la productivité des vaches laitières, notamment lorsqu'on leur passe de la musique. Est-ce qu'on a l'équivalent avec les légumes? On pourrait imaginer. Alors pas forcément de la techno. Ouais, non, je sais pas, j'ai jamais essayé, mais vraiment je sais pas, j'ai jamais étudié cette partie-là. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Sébastien de Sénacker? Là, pour cette année, de réussir à être en place pour la saison et d'avoir une belle saison comme l'année dernière pour repartir sur des belles bases et puis refaire des beaux légumes comme l'année dernière. Merci Sébastien de Sénacker. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes maraîcher bio à la ferme de la Chaudeau que vous avez créée à Pierre-la-Trèche au sud de Toul en Meurthe-et-Moselle. Pour en savoir plus, rendez-vous sur fermelachaudeau.canalblog.com et sur Facebook La Ferme de la Chaudeau et AMAP Jardin au pluriel Chaudeau. Et il reste quelques jours pour vous aider à acheter et installer les brise-vents en faisant un don sur le site www.helloasso.com. Vous avez pu écouter dans l'ordre Les Haricots tirés de l'opérette La Route Fleurie de Francis Lopez, interprété ici par André Rimbourg, alias Bourville bien sûr. Paru sur la face B du 78 tours, On est poète, sorti en 1953. Des toutes petites choses par Gilles Caplan, sorti en single en 2007. Et enfin, Une fois par Moïse Benaïm, alias Maurice Bénin, paru sur l'album Je vis, sorti en 1975. À la technique et au montage, Véronique Olivier. Vous pouvez réécouter cette émission dès la semaine qui suit sa première diffusion sur le site www.durablementvôtre.fr.